tu ferais mieux de rentrer, maman. Théo serait gêné de te voir, Esmouth, jeté avec un calme glacial, ont fendu quelque chose en moi. J'étais encore sur le quai, valise à la main, la sueur du voyage collée au front. Et de mon propre fils, Étienne, me tenait à distance comme une étrangère, pas même un regard, juste un froncement de sourcils gêné, puis cette phrase tranchante comme un couteau rouillé. Il m'interdisait d'assister à la remise de diplôme de mon petit-fils, celle que j'avais attendue, espérée, presque cousue de mes propres mains. Je m'appelle Margot Lemoine, j'ai 72 hands pendant plus de 40 ans. J'ai vendu du pain dans les rues de Marseille. Le matin, je me levais à 3 heures, je pétrissais la pâte, je la laissais lever sous les torchons tièdes. Et j'allais à pied jusqu'au marché de Noailles avec mon chariot bancal. J'ai élevé seul mon fils Étienne après la mort soudaine de mon mari. J'ai renoncé à mes rêves, à mes bijoux, à mes heures de sommeil pour lui offrir une vie décente. Ce matin-là, j'avais pris le train à 6h12, direction Avignon. J'avais cousu un petit carnet à la main en recouvert de laine brute et brodé avec soin. Toujours avec toi, c'était mon cadeau pour Théo, mon petit-fils, celui qui venait de décrocher son diplôme d'architecture, C.E. Carnett. C'était mes souvenirs, des recettes de sablé qu'on faisait ensemble quand il avait 7 ans, des citations de Victor Hugo, des photos de Louis Infante couverts de farine. J'avais mis tout mon cœur dedans. J'avais aussi préparé un petit sachet de pain d'épices comme il les aimait. Quand je suis arrivée sur le quai, j'ai vu Étienne de loin, un costume paille impeccable, portable, collé à l'oreille. Il avait cette allure figée que prennent les hommes quand ils ont appris à s'asseoir à des tables où leur mère n'a jamais été invitée. Je l'ai appelé doucement Étienne. Il s'est retourné, m'a regardé de la tête aux pieds, puis s'est avancé. Et là, sans détour, il a dit « Maman, Valérie a pris ta place. C'est mieux comme ça. Tu comprends ?» Non, je n'ai pas compris. À Mandecourt, Louis a compris. Il s'est mis à battre trop fort, trop vite. Les gens passaient à côté de moi, certains avec des bouquets et d'autres en robe de cérémonie. Moi, j'étais là, figée, mon carnet dans la main droite, mon sac en tissu plein de gâteaux dans l'autre, et cette honte collée à la peau. Il n'y avait pas de siège pour moi, pas de badge d'entrée, pas de place dans la voiture familiale. J'étais une pièce de trop. Je me suis assise sur un banc métallique du hall de la gare. Le panneau lumineux affichait « Bienvenue aux familles des diplômés ». Ironie cruelle. Je ne savais plus si je devais pleurer, crier ou simplement me dissoudre dans le sol. J'ai sorti mon téléphone pour voir si Théo m'avait envoyé un message. Rien, par réflexe. J'ai ouvert les réseaux sociaux et là, comme une gifle, la photo est apparue. On est photo de Houck, tous alignés sous un chapiteau blanc. Étienne, Valérie, Théo au centre avec sa toge et la légende. Fière de notre famille réunie, notre famille. J'étais où? Moi, à cet instant, j'ai compris quelque chose de glacial. Je n'avais pas été oubliée, j'avais été effacée. J'ai pas pris le train du retour tout de suite.
j'errais dans les rues d'Avignon et le sac de gâteaux à la main, cherchant un banc à l'ombre. Quand j'en ai trouvé un, j'ai ouvert le sachet. J'ai mordu dans un morceau de pain d'épices et j'ai pleuré comme une gamine, pas parce que le gâteau était trop sec, mais parce que j'avais mis tout mon amour dedans et qu'il n'était même pas arrivé à la table de mon petit-fils. C'est là, entre deux sanglots et un pigeon curieux, que j'ai pris une décision, pas une vengeance, pas un drame, mais juste un tournant. J'ai compris que j'avais passé toute ma vie à nourrir des gens qui n'avaient plus faim de moi. Il était temps que je pense à moi, à mes limites, à mon droit d'exister autrement que dans l'ombre de leurs besoins. Ce que j'ai fait ensuite, ce n'était que le début. Je ne suis pas née avec de la pâte dans les mains, mais presque dans ma jeunesse, je rêvais d'ouvrir une petite boulangerie près du port de Marseille, avec une vitrine remplie de croissants chauds et de brioches dorées. Mais les rêves s'effacent vite quand on se retrouve veuve à 32 ans, avec un enfant de 6 ans dans les bras et une pile de factures qui ne cesse de croître. Étienne, mon fils, était tout pour moi. Je me souviens de la dernière fois où je l'ai emmené avec moi au marché Noailles. Il portait une salopette trop grande, les visages encore endormis, mais les yeux brillants de curiosité. Pendant que je vendais mes pains, il jouait à empiler les paniers vides. Il riait et ce rire me donnait la force de continuer, même après des nuits sans sommeil. Pendant 40 ans, j'ai vendu du pain sur les trottoirs, qu'il ventait, qu'il pleuve ou qu'il fasse 35 degrés à l'ombre. Je me levais à 3 heures du matin, je pétrissais à la main quand le vieux robot tombait en panne. Il m'est arrivé de dormir sur une chaise, un torchon sur les genoux. Entre deux fournées, j'ai vendu mon alliance en or pour réparer mon four. Je me suis brûlée les avant-bras plus de fois que je ne peux compter, mais je n'ai jamais arrêté parce qu'il fallait bien qu'Étienne mange, qu'il aille à l'école, qu'il ait des chaussures, qui tiennent aux pieds. Je me privais souvent d'un repas pour lui acheter un cahier neuf ou un manteau chaud. Le soir, je rentrais couverte de farine, les muscles en feu, les poches presque vides. Mais heureuse, si je pouvais voir Étienne faire ses devoirs à la lumière jaune de la cuisine, il disait qu'il voulait devenir architecte. Et moi, je disais, tu seras tout ce que je n'ai pas pu être. Les années ont passé, Étienne a grandi, s'est éloigné un peu, je le voyais moins. Il disait qu'il avait beaucoup à faire, qu'il montait dans la hiérarchie. Et moi, je souriais, même quand il oubliait mon anniversaire, même quand il passait à Marseille sans s'arrêter. Il est occupé, c'est bon signe. Je me disais, je préférais me mentir plutôt que d'admettre qu'il n'avait plus besoin de moi. Puis est arrivé Théo, mon petit-fils. Avec lui, j'ai retrouvé une partie de ce que j'avais perdu quand il venait passer le week-end chez moi. Je lui faisais des sablés au citron et on façonnait ensemble des petits animaux en pâte. Il m'appelait Mamie Farine et riait quand je faisais tomber exprès un peu de farine sur mon nez. Ce sont des souvenirs simples, mais pour moi, ce sont des trésors. Mais tout a changé avec l'arrivée de Valérie, une femme élégante, issue d'un autre monde, qui portait des tailleurs hors de prix et parlait comme dans les dîners de la haute
Elle m'a toujours regardée avec une certaine pitié mêlée de mépris. Une vendeuse de pain n'est pas assez bien pour leur cercle. Voilà ce que je représentais. Petit à petit, les visites se sont espacées. Théo ne venait plus les week-ends. Valérie disait qu'il avait des activités plus adaptées à son niveau. On me tenait à l'écart. Poliment, Freudment. J'ai essayé d'ignorer les signes. Quand Étienne m'appelait uniquement pour demander de l'aide pour des travaux ou pour participer à l'achat d'un nouveau piano pour Théo, je disais toujours oui, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles donnent encore et encore, même quand on ne les regarde plus, même quand leur nom commence à disparaître des conversations, des invitations, des photos de famille. Et il y avait pourtant ce jardin secret que j'avais gardé pour moi, mon carnet de recettes. Chaque fois que je faisais un nouveau pain, je notais soigneusement les quantités, la température, les astuces. J'y ajoutais parfois des anecdotes, des souvenirs d'enfance. Des petits mots pour Théo. C.E. Cornet, je l'ai commencé le jour où il est né. Il était destiné à lui revenir un jour. Je pensais qu'en offrant ce carnet à son diplôme, je lui transmettrais non seulement mon savoir-faire, mais aussi une partie de moi. J'espérais qu'il comprenne d'où il venait et combien il avait été aimé. Mais ce que j'avais oublié, c'est que l'amour ne suffit pas quand on est perçu comme un embarras. Ce que j'ai enduré toutes ces années, je ne l'ai jamais dit à personne, parce que les femmes comme moi, on ne se plaint pas, on baisse la tête, on continue, on serre les dents, on ne demande pas de reconnaissance, on veut juste une place, un siège, un regard, une main sur la nôtre. Je croyais que le diplôme de Théo serait l'occasion de renouer une nouvelle page, une reconnaissance silencieuse, mais j'allais apprendre dans la douleur que certains liens, quand ils sont trop distendus et finissent par casser, pour de bon, et que parfois il faut cesser d'attendre que l'on nous tende la main et apprendre à marcher sans elle. Je me souviens encore de l'odeur du papier craft qui enveloppait les sablés du ruban bleu marine que j'avais noué moi-même autour du carnet de recettes. Je m'étais levée à l'aube ce matin-là pour cuire une dernière fournée, les sablés préférés de Théo Citron Pavot, croustillants au bord, tendres au cœur, comme il les aimait. Quand il était petit, j'avais glissé le carnet dans une enveloppe rigide, gravée, à chaud des mots, toujours avec toi. C'était mon cadeau, et mon legs, et ma main tendu. Le train pour Montpellier partait à Seb 2, 6 heures de trajet. Sans compter les correspondances, j'avais réservé ma place des semaines à l'avance, repassé mon tailleur gris perle, nettoyé mes chaussures à la brosse à dents et même mis du parfum, le flacon que j'économisais pour les grandes occasions. J'étais nerveuse, excitée, peut être trop. Quand j'ai vu Étienne m'attendre sur le quai, j'ai cru qu'il venait m'aider avec ma valise. Il portait son long manteau noir, les cheveux tirés en arrière, l'air tendu. Je lui ai souri. Il ne m'a pas rendu mon sourire. Il a regardé la boîte à gâteaux dans mes mains, puis m'a dit, sans détour, sans même prendre une respiration, « Maman, tu ne peux pas venir. Le temps s'est figé. Comment ça? Je ne peux pas venir. » Et je soufflais, les cœurs battantes.
Il n'a pas baissé les yeux, il a dit « Freudment ». Théo est stressé, il a une image à tenir devant ses camarades et leurs parents. Valérie pense que ta présence pourrait le gêner. Chaque mot était une lame. Je me suis redressée comme si cela pouvait me protéger. Tu veux dire que je vais le faire honteux? Moi, sa grand-mère, il a haussé les épaules, agacé. C'est pas contre toi, c'est les apparences. Tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Et mon invitation, le siège que vous m'avez promis, il a détourné le regard, puis a murmuré. Valérie l'a donné à sa tante. Je me suis sentie s'écrouler de l'intérieur, plus de place, ni dans la salle, ni dans leur monde. J'ai regardé autour de moi, espérant une caméra cachée, une explication, une main qui me dirait que c'était une erreur. Mais il n'y avait rien, juste le sifflement du train qui repartait et les pas pressés des autres familles qui allaient fêter leur fierté. J'ai refusé de pleurer devant lui, j'ai tourné les talons, la tête haute, et j'ai marché sans trop savoir où j'allais. Je me suis retrouvée près du parking de l'université, entre deux voitures, assise sur un muret en béton, le carnet de recettes serré contre moi comme une bouée de sauvetage. Le soleil tapait fort, les sablés avaient commencé à ramollir dans la chaleur. J'ai sorti puis j'en ai mangé un morceau. Le goût salé de mes larmes se mélangeant au citron autour de moi, les familles riaient, se prenaient en photo. Une autre grand-mère élégante et perchée sur des talons hauts embrassait son petit-fils en lui glissant une enveloppe. Moi, j'étais l'ombre, l'oublié, l'invité non désiré d'une fête que j'avais pourtant aidé à financer, car oui, j'avais envoyé 10 000 € pour aider à l'organisation, pour la salle, pour le traiteur, pour les photos. Ils n'avaient pas hésité à me demander, ils avaient même insisté, c'est important pour Théo, maman, et moi, bête et fière. J'avais dit oui, parce que j'y serais, du moins, je le pensais. Le soir venu, personne ne m'appelait, pas son message, pas même Théo. Je me suis endormie sur le canapé du petit hôtel où j'avais réservé une chambre, encore habillée, encore maquillée, le cœur vidé. Le lendemain, alors que je rendais la clé à la réception, une voix m'a appelée depuis le trottoir, une jeune fille, je l'ai reconnue. Camille, une amie de Théo, que j'avais déjà croisée 2 ou 3 fois. Elle tenait un tote bag avec une fleur dessinée dessus. Elle m'a tendu un petit bouquet de lavande, et à voix basse, elle m'a dit « Madame Lemoine, je suis désolée, Théo ne savait pas, votre nom était bien sur la liste, c'est sa belle-mère qui a changé. » J'ai senti un mélange de rage et de soulagement. Je n'étais pas folle, je n'avais pas inventé ma douleur. Quelqu'un l'avait sciemment causée. Camille m'a serré dans ses bras avant de s'en aller, et moi, je suis allée droit à la banque. J'ai annulé le virement prévu pour payer le traiteur. J'ai appelé le photographe et demandé à supprimer toutes les photos que j'avais sponsorisées. Une silhouette effacée n'a pas à payer pour les projecteurs. Et je dis, ce jour-là, une partie de moi est morte, mais une autre s'est réveillée, une part plus froide, plus lucide, celle qui sait que l'amour,
quand il est à sens unique, devient une chaîne et j'étais prête à briser cette chaîne une fois pour toutes. Je suis rentrée à Marseille avec un calme glacial dans les veines. Ce n'était pas de la tristesse ni de la colère brute, c'était plus tranchant que ça. Une forme de lucidité qui fait mal, mais qui libère. J'avais passé plus de 40 ans à être la roue de secours silencieuse, à réparer, à donner sans compter, à justifier les humiliations au nom de la famille. Mais cette fois, je ne réparerai rien, je ne m'excuserai pas d'exister. Le lendemain matin, j'ai mis mon tablier usé, celui avec la poche décousue où je cachais autrefois les bonbons pour Théo, et je suis descendue à la banque. L'agence se trouvait à 2 rues de mon appartement, rue du Panier. Rémi, le jeune conseiller que je connaissais depuis 5 ans, m'a accueilli avec son sourire poli. Il ne s'attendait pas à ce que je lui demande ce jour-là. Je veux suspendre tous les virements mensuels vers le compte d'Étienne. Immédiatement, il a cligné des yeux les 650 € pour le remboursement du prêt de sa maison. J'ai hoché la tête et les 300 pour les frais de scolarité de Théo, j'ai dit oui, encore. Même le virement pour la rénovation de la cuisine, et je confirmais, j'avais envoyé 2400 € pour refaire le plan de travail et acheter un four encastré dernier cri. Apparemment, c'était pas assez luxueux pour m'inviter à voir le résultat. Vous êtes sûr? Madame Lemoine m'a-t-il demandé, un peu inquiet. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai été trop gentille. Rémi est trop gentil. C'est souvent le unique chapitre d'une histoire d'abus. Bien sûr, il n'a rien dit d'autre. Il a cliqué sur quelques touches, puis imprimé les confirmations en sortant. J'ai senti mes épaules se redresser, mon souffle plus profond. C'était pas de la vengeance, c'était de l'hygiène émotionnelle. L'étape suivante a été plus symbolique. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire, Maître Lavergne, une femme solide, la 601, que j'avais connue autrefois lors de la succession de mon mari. Quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle a simplement dit « Il est temps de remettre de l'ordre dans vos volontés. » Nous avons rédigé une nouvelle version de mon testament. J'ai demandé qu'Étienne soit retiré de la liste des bénéficiaires, plus de parts dans l'appartement, plus de droit de regard sur mes économies ou mes biens. Je ne voulais pas qu'il vende mes souvenirs à la unaire occasion irrevance. J'ai demandé à créer un fonds fiduciaire au nom de Théo, mais uniquement accessible à sa majorité complète, sans interférence paternelle. Il a été manipulé, pas responsable, mais il devra choisir. Un jour, j'ai aussi inclus une clause spécifique. Aucune personne m'ayant délibérément exclu de sa vie ne pourra bénéficier de ma mort. C'était dur, mais c'est juste. En refermant le dossier, j'ai ajouté une dernière phrase, comme une signature personnelle. Une mère peut tout pardonner, mais une femme a le droit de choisir qui mérite sa confiance. Cette phrase-là, je l'ai écrite de ma propre main et j'ai senti, en la traçant sur le papier, que quelque chose de moi se réparait enfin. Ce soir-là, chez moi, j'ai vidé un vieux carton que je n'avais jamais eu le cœur d'ouvrir. Il contenait
les dessins d'Étienne Enfant, des lettres de son internat, un vieux moule à Madeleine qu'il m'avait offert pour mes 50 ans. Je les ai posés sur la table, je les ai regardés longtemps, puis j'ai tout rangé dans une malle et fermé le couvercle, pas pour oublier, mais pour ne plus espérer un retour qui ne viendra pas. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu 3 messages d'Étienne, tous quotes, Vogesh, sans excuse, je ne comprends pas ce que tu fais. On aurait pu en parler, tu me mets dans une position difficile. Je n'ai pas répondu, je n'avais plus envie de me justifier auprès de quelqu'un qui me jugeait selon le prix de mon manteau plutôt que la chaleur de mes bras. À la place, j'ai redéfini mon quotidien. J'ai recommencé à marcher tous les matins sur le vieux port, à saluer les marchands du marché de Noailles, à acheter des fleurs pour moi seule. J'ai ressorti mes carnets de recettes, mes moules à pain, mes tablés tachés. J'ai dépoussiéré la vieille pancarte en bois qui traînait au fond du placard. Chez Margot, le goût du vrai. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais pour la unière fois depuis longtemps, je faisais quelque chose pour moi, pas pour qu'on m'aime, pas pour mériter une place à table, juste pour exister entière. Et c'était un début, 3 semaines ont passé depuis ce jour au cabinet de Maître Lavergne, 3 semaines pendant lesquelles j'ai recommencé à respirer, à dormir, sans avoir le cœur broyé dès le matin. Je pensais que mon histoire avec Théo appartenait désormais au passé, qu'il resterait là-bas, de l'autre côté de ce fossé, creusé par la honte d'Étienne et les silences de Valérie. Je m'étais résignée doucement à ne plus revoir ses boucles brunes, ni entendre sa voix me dire « Mamie, encore un sablé ». Et puis, un jeudi après-midi, alors que je sortais de la supérette avec mon sac en filet, plein de pommes et de levure, je l'ai vu sur le trottoir d'en face, figé, un peu plus grand, plus mince, le visage tiré, mais c'était bien lui, mon Théo, avec le carnet de cuir que je lui avais offert. Il l'avait contre sa poitrine comme un bouclier. Nos regards se sont croisés. Il a traversé sans un mot et dans un souffle brisé, il m'a dit « Mamie, je suis désolée, je ne savais pas, je m'excuse tout ». Je l'ai regardé longtemps pour être sûre que ce n'était pas un mirage, pas un rêve de vieille femme. Il avait les larmes aux yeux et moi, la gorge nouée. On ne s'est pas embrassé, pas encore. Mais il m'a dit « Tu as un peu de temps ce soir. Héloïse aimerait te rencontrer. » Héloïse, je ne savais rien d'elle, à part que c'était sa petite amie, étudiante en sociologie. D'après ce que j'avais cru lire un jour sur un réseau social que je comprenais à peine, j'ai dit oui. Il a souri, un vrai sourire, pas celui forcé qu'on fait aux adultes gênants le soir même. Et ils sont venus me chercher. Ils avaient réservé une table dans un bistrot du quartier Saint-Victor, pas loin du port. Rien de luxueux, mais chaleureux, des nappes en tissu, du bois usé par les années et une odeur de fromage fondu qui m'a rappelé les repas d'hiver. Nous avons commandé une tartiflette à partager et quand le plat est arrivé, Théo a ri. Tu te souviens, mamie, la unière fois qu'on a fait ça, j'avais mis 3 fois trop de lardons et d'un coup, c'était comme si les années s'effaçaient
comme si les blessures devenaient juste des cicatrices, là pour nous rappeler, mais plus pour nous faire saigner. On a parlé de tout, de Rin, de mes sablés, de ses études, de son envie de devenir éducateur, et d'Héloïse, si douce, si attentive. Elle m'écoutait comme on écoute une conteuse à un moment. Elle a dit doucement, je crois que vous avez encore beaucoup à transmettre, Madame Lemoine, et pas seulement des recettes jailles, un peu gênées, mais elle a insisté. J'ai un ami qui travaille dans un centre social du quartier de la Belle de Mai. Il cherche des intervenants pour des ateliers cuisine. Vous pourriez y animer une session par semaine avec des femmes âgées isolées. C'est rémunéré symboliquement, mais surtout, c'est utile. Je n'ai pas su quoi répondre. Personne ne m'avait proposé d'être utile depuis longtemps. J'ai regardé Théo, il souriait, les yeux brillants. « Mamie, tu ferais un malheur. » Tango Case. Avant de partir, il a fouillé dans son sac et m'a tendu le carnet que je lui avais offert, celui que j'avais gravé, toujours avec toi. Il l'avait rempli de dessins, de notes, de souvenirs de nos après-midi passés à cuisiner. Et sur la dernière page, il avait écrit « Ta présence me manque, je veux te retrouver, je veux réparer. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il m'a serré dans ses bras. Cette fois est vraiment Long Thames Forte. Héloïse nous regardait, les yeux humides, elle aussi. Dans les jours suivants, ils sont revenus chaque semaine, parfois avec un bouquet d'herbes fraîches, parfois avec un pain au chocolat, parfois les mains vides, mais le cœur plein. Ils ont proposé de m'aider à remettre ma cuisine en état. Théo a repeint les placards, Héloïse a cousu des rideaux. Ensemble, on a ressorti mes anciens classeurs de recettes. J'ai rallumé annotation d'antan, mes idées griffonnées dans les marges. Et un après-midi, Héloïse a pris une photo de moi devant mon plan de travail, farine sur les joues, sourire jusqu'aux oreilles. Elle a imprimé, encadré et accroché dans la cuisine avec cette inscription en dessous. Ici commence la deuxième jeunesse de Madame Margot. Because je ne savais pas si j'avais vraiment droit à une deuxième jeunesse. Mais j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu, la tendresse, pas celle qu'on quémande, pas celle qu'on achète en virement bancaire, la vraie, celle qui vient d'un regard, d'un silence partagé, d'un souvenir commun. Théo m'a demandé un jour « Tu comptes revoir papa ?» J'ai haussé les épaules, pas pour l'instant. J'ai trop attendu qu'il me tende la main. Maintenant, c'est à lui de venir. Et s'il ne vient pas, eh bien, j'ai vous deux. Et c'est vrai, je n'attendais plus Jahrgeisteis à mon rythme, dans ma cuisine, dans mon quartier, avec mes sablés, mes souvenirs et mon futur à moi. Je n'avais jamais imaginé qu'à 72 ans, ma vie prendrait enfin la forme d'un pain bien levé, simple, solide et rempli d'air à respirer. Tout avait changé, mais rien n'était spectaculaire. Il n'y avait pas de grande scène, pas de musique dramatique, seulement un calme nouveau dans les gestes du quotidien. Mon appartement dans le panier, modeste mais lumineux, devenait un refuge. J'avais repeint les volets en bleu clair, accroché des torchons
brodés au mur. Et sur la fenêtre, donnant sur le vieux port, j'avais posé un pot de basilic qui poussait comme s'il avait toujours eu sa place. La plus grande transformation, pourtant, n'était ni dans les rideaux, ni dans la peinture. Elle se trouvait dans le tiroir du buffet, là où dormait désormais une copie du Testament révisé. Le nom d'Étienne n'y figurait plus. À sa place, un paragraphe dédié à Théo, sous forme de fiducie encadrée, avec clause d'autonomie, stipulant clairement que le capital serait géré uniquement par un avocat indépendant jusqu'à ses 30 ans. J'avais aussi ajouté une note manuscrite glissée dans l'enveloppe. Je choisis de léguer à ceux qui me reconnaissent, pas à ceux qui me reniaient. C'était court, mais c'était tout. Le vrai trésor, et se trouvait ailleurs. Chaque mardi matin, à 9 heures précises, une dizaine de femmes, la plupart entre 60 et 80 ans, et franchissaient la porte de la salle paroissiale à 2 rues de chez moi. Certaines venaient avec un cabas de farine, d'autres avec des tabliers encore tachés, d'autres encore avec seulement leurs mains tremblantes mais enthousiastes. Nous avions appelé notre atelier le vin de vie. C'est Héloïse qui avait trouvé le nom, un jeu de mots doux et simple. J'étais devenue Madame Levin, non pas pour ma maîtrise technique, mais pour l'énergie que j'y mettais. On riait, on ratait, on recommençait, et puis parfois, entre 2 pétrissages, on pleurait aussi. Je me souviens d'un jour en particulier où Paulette, une dame de 80 ans, au chignon sévère, avait éclaté en sanglots en sentant l'odeur de pain sortant du four. Ça sentait comme chez ma mère pendant la guerre. Je croyais que j'avais oublié. Ce jour-là, j'ai compris que je n'enseignais pas juste une recette, mais que je réveillais des mémoires enfouies, que j'offrais un espace où les rides n'étaient plus des stigmates, mais des preuves de résilience. Jeudi matin, alors que je préparais une pâte feuilletée pour la session suivante, on a sonné à la porte. Cécile Dubois, oui, la tante de Valérie, je ne l'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Elle portait une petite boîte et un air confus, presque honteux. Margot, je sais que je n'ai aucune excuse, mais je ne savais pas qu'en prenant cette place à la remise des diplômes, j'enlevais la vôtre. Valérie m'avait dit que tu ne venais pas. Et puis, quand j'ai su, elle a posé la boîte sur la table. À l'intérieur, une photo de Théo et moi, datée de ses 8 ans, prise dans ma cuisine, tous 2 couverts de farine, Syrians come 2 complices. Je suis venue pour dire que je suis désolée. J'ai regardé la photo, le cœur serré. Puis je l'ai invité à s'asseoir, pas pour ressasser, mais pour tourner la page. Je lui ai servi un café, tranché une brioche au sucre et nous avons parlé, pas d'Étienne, pas de Valérie, mais de nos genoux qui grincent, de la chaleur du Sud et de la chance de pouvoir encore aimer les bons moments. Ce jour-là, j'ai réalisé que le pardon, c'est pas forcément oublier, c'est refuser de se laisser enchaîner. J'ai repris la photo et je l'ai encadrée, posée sur l'étagère en face du four. Juste à côté, j'ai accroché un petit tableau qu'Héloïse avait peint pour moi, une miche de pain souriante avec écrit « Cuite mais pas brisée ». Chaque semaine,
Théo et Héloïse passaient me voir. Ils m'aidaient à porter les sacs de farine, à nettoyer les tables après les ateliers. Elle avait même proposé de monter un petit site internet pour notre groupe avec des vidéos de nos recettes, des conseils d'adaptation pour les personnes âgées. J'avais résisté au début, moi, sur internet, Mais, Final Element, voir ma vidéo, comment réussir une pâte à tarte, même avec l'arthrose, atteindre 4000 vues, m'a presque fait rougir. Je n'étais plus invisible, j'étais utile et surtout, j'étais moi. Je ne cherchais plus à être une mère exemplaire, ni une grand-mère de vitrine. J'étais une femme avec ses choix, ses erreurs, ses cicatrices et ses réussites. Et cela suffisait, mon petit carnet de recettes que j'avais commencé à écrire il y a 40 ans sur des feuilles volantes devenait peu à peu un véritable manuel. Théo m'a proposé de le relier, de lui offrir un titre. Il m'a demandé « Comment tu voudrais qu'il s'appelle ?» Je lui ai répondu sans hésiter « Toujours avec toi, C.E. Corner ». Et c'était ma voix. Chaque page racontait un morceau de moi, pas seulement les dosages ou les temps de cuisson, mais les levers à l'aube, les mains usées, les rêves brisés et les liens reconstruits. Il m'avait fallu une vie pour comprendre que je pouvais transmettre quelque chose d'essentiel, même sans diplôme, même sans validation sociale. Ce que je laissais derrière moi, ce n'était pas une fortune. C'était un goût, une mémoire, une place autour de la table. Je m'appelle Margot Lemoine, j'ai 72 ans et malgré tout ce qu'on m'a appris, effacé ou refusé, je suis toujours là. Je suis encore debout comme ces vieux arbres noueux sur les collines de Provence, courbés par les vents mais jamais arrachés. J'ai été une épouse, une mère, une grand-mère, une vendeuse de pain sous le soleil de Marseille. Mais aujourd'hui, je suis simplement une femme libre avec ses cicatrices et son carnet de recettes. Une femme qui a retrouvé le droit de dire « Non, pas cette fois, pas comme ça ». Je repense souvent à ce jour, à la gare, ce moment où Étienne m'a arrêté, où il m'a dit que je ferais honte à son fils, où il a préféré une chaise vide à ma présence. Cette scène aurait pu me briser, mais elle m'a réveillée, elle a mis fin à des années d'attente, de silence avalé, de déception rangée dans les plis d'un torchon propre. Elle m'a montré que je ne pouvais plus mendier une place dans une famille qui n'avait plus de place pour moi. Et pourtant, cette même famille m'a offert autre chose. Théo, ce petit-fils que j'avais vu pétrir sa unaire pâte à sabler sur un tabouret bancal, il est revenu vers moi, les yeux pleins de larmes, le cœur ouvert. Il a ramené avec lui plus qu'une simple affection retrouvée. Il m'a rendu visible, aimé, utile. Il y a quelques semaines, il m'a prise en photo dans mon atelier, entourée de mes élèves, toutes ces femmes aux mains tremblantes, mais au cœur vaillant. Il a posté la photo sur les réseaux sociaux avec une simple légende. Ma grand-mère, chef de la résilience, toujours avec moi. Plus de 1000 j'aime des commentaires d'inconnus qui disaient « On voudrait tous une Margot dans nos vies ». J'ai pleuré, pas pour la reconnaissance, non, mais parce que je savais, enfin, que je n'étais plus invisible chez moi, sur la petite étagère au-dessus de la cafetière italienne.
j'ai encadré cette photo. Juste à côté, il y a les carnets. Celui que Théo a fait relier pour moi, avec une couverture beige brodée à la main et ce titre en lettres dorées, toujours avec toi. À la dernière page, il a ajouté une note écrite de sa main. Mémé, t'es la seule recette dont j'avais vraiment besoin. Je ne cherche plus à plaire, ni à convaincre. Je ne force plus les portes fermées. J'ai appris que parfois, il faut construire sa propre table quand on n'est plus invité à celle des autres. Ma table à moi est modeste, en bois d'occasion, tachée de farine, mais autour, il y a des cœurs sincères, des voices, des anciens oubliés, des mains usées qui veulent juste pétrir un peu d'amour. Récemment, une de mes élèves m'a demandé « Margot, tu ne regrettes pas de ne pas avoir crié plus tôt, de ne pas t'être battue pour garder ta place ?» Je lui ai souri parce que je sais maintenant que le silence peut aussi être un cri, mais un cri qui agit, qui modifie, qui décide le moment où j'ai coupé les virements et modifié mon testament, redéfini mes limites. C'est là que j'ai vraiment hurlé ma vérité. Et ce hurlement, personne ne pourra jamais plus l'étouffer. Aujourd'hui, je vis dans un calme que je me suis offert. Mon appartement sans le pain chaud et le savon de Marseille, ma boîte aux lettres contient des cartes, pas des factures, mon téléphone sonne pour des invitations sincères, pas des demandes d'argent. Et le plus beau, c'est que je n'ai pas eu besoin de vengeance, juste de vérité. Je veux que chaque femme qui m'écoute sache ceci, vous n'avez pas à vous excuser d'exister, vous n'avez pas à cacher vos rides, vos mains cailleuses, votre accent, votre passé. Vous êtes le fil que personne ne voit, mais sans lequel aucune nappe ne tient. Si on vous raye d'une liste, écrivez votre propre nom. Ailleurs, si on vous refuse un siège, asseyez-vous par terre et cuisinez quelque chose qui fera se retourner tout le monde. Je suis Margot Lemoine. On m'a exclue d'une cérémonie que j'avais contribué à financer. On m'a traité comme une honte. On a effacé mon nom pour le remplacer par celui d'une femme bien placée. Mais je suis toujours là, avec mes sablés, mon sourire, mon carnet et cette phrase gravée maintenant au mur de mon atelier. Nous ne sommes pas définis par ceux qui nous rejettent